Alors mon travail va être un peu plus simple parce que j'arrive après, donc il y a déjà des concepts qui ont été donnés. Et puis c'est moins compliqué en gastroentérologie, on est moins fort en fait. Les maladies inflammatoires de l'intestin, donc c'est des maladies qui, comme Christian l'expliquait, sont liées à une atteinte inflammatoire d'un segment du tube digestif. Dans la rectocolite hémorragique, c'est une atteinte du rectum qui s'étend plus ou moins haut sur le côlon. Et dans la maladie de Crohn, ça peut être des atteintes segmentaires de différents segments du tube digestif sur l'intestin grêle, le côlon, le rectum et ou l'anus. Là, désolé pour cette diapositive en anglais, c'est juste pour, je vais un peu traduire, mais pour dire qu'effectivement, les maladies inflammatoires sont liées à un emballement de la réponse immunitaire, à un emballement du système de défense. Ce système de défense, il est normalement présent pour lutter contre les infections, et dans le contexte des maladies inflammatoires, il s'emballe, il fonctionne trop fort. Et en fait, on apprend que cette inflammation, inflammatory bowel disease, c'est le nom en anglais de maladie inflammatoire intestinale, et elle est liée à une réponse immunitaire excessive, à des anomalies microbiennes, et à des anomalies de l'épithélium, c'est-à-dire la paroi de... Et en fait, on sait que ces événements sont liés à une susceptibilité génétique, il y a des facteurs de prédisposition génétique, et à des facteurs environnementaux. Et la génétique, ça c'est une diapositive pour dire que c'est compliqué. On a identifié plus de 200 gènes de susceptibilité. Et d'ailleurs, d'avoir une gène de susceptibilité ne donne pas une maladie inflammatoire intestinale. C'est juste un profil. Comme pour tout dans la vie, on a des profils. Et il y a effectivement des gens qui vont avoir une tendance à développer de l'inflammation parce qu'ils ont des caractéristiques génétiques qui le favorisent. Peut-être que dans l'évolution, d'ailleurs, certaines de ces caractéristiques favorisaient de lutter contre une infection spécifique. C'est pour ça qu'elles ont été conservées dans l'évolution. Et puis, il y a un deuxième point très important à retenir pour la physiopathologie des maladies inflammatoires, c'est que leur incidence augmente dans le monde. Et cette augmentation de l'incidence ne peut pas être expliquée par la génétique. La génétique, c'est relativement stable d'une génération à l'autre. Or, on observe une augmentation de l'incidence qui est liée à des facteurs environnementaux. Et donc, dans le cadre des maladies inflammatoires intestinales, et peut-être même dans le cadre des maladies articulaires, le rôle de l'alimentation est clé, puisqu'il y a un lien très fort avec les microbes dans l'intestin. Et qu'est-ce qui nourrit les microbes? Eh bien, c'est ce qu'on donne à manger. Et probablement que les modifications de l'alimentation sur les 5-6 dernières décennies, de l'après-guerre, qui ont permis de nourrir toute la planète, on a augmenté la production, mais probablement qu'on paye un peu le prix parce que la qualité de l'alimentation a baissé. Alors, il y a des facteurs environnementaux qui sont très nombreux, et je voudrais juste rappeler un, c'est le microbiote intestinal. Il y a des anomalies dans la composition des microbes dans l'intestin des patients atteints de maladies inflammatoires intestinales, mais également dans d'autres maladies qu'on observe chez l'homme. Et puis, il y a un lien très fort avec l'alimentation, la qualité de l'alimentation, et probablement qu'il y a des substances qui sont ajoutées à l'alimentation qui peuvent favoriser l'inflammation dans l'intestin. Alors, nos objectifs, en tant que chercheurs, lorsqu'on fait de la recherche fondamentale, de la recherche translationnelle, de la recherche clinique, ben oui, notre objectif, c'est de guérir les Mickey. Alors, je ne sais pas si on en est loin, parce qu'on ne sait jamais. En fait, quand on fait de la recherche, peut-être qu'il y a une découverte qui a déjà été faite et qui va changer les choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est complexe. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule maladie. Et donc, probablement que les solutions vont être différentes pour les différentes formes de maladies. Et on a beaucoup de travail pour comprendre les causes, pour mieux comprendre les mécanismes de développement de ces maladies. Et là, on a énormément progressé. On a identifié des nouvelles cibles thérapeutiques, comme Christian le décrivait, on a des anticorps monoclonaux, et on identifie des nouvelles, et je donnerai quelques exemples. Et puis un gros travail est fait sur la prédiction. La prédiction, c'est compliqué. Prédire l'avenir, globalement, c'est compliqué, surtout lorsque ça concerne le futur. En gros, ça ne marche pas bien, quoi. Il y a la météorologie, ça va à peu près, la météorologie, parce que plus on ajoute de données, plus ça... C'est ce qu'on appelle un chaos de type 1, plus on améliore la prédiction. Dans le cadre des maladies biologiques, c'est très complexe en fait. Mais quand même, on ne lâche pas le morceau, parce que ce qu'on aimerait, c'est... On sait que les patients ont des maladies plus ou moins sévères, et on aimerait mieux comprendre, prédire l'évolution, et puis surtout, quand on a des médicaments, prédire leur efficacité ou leur non-efficacité. Et c'est ce que Christian décrivait, c'est la médecine de précision, où on voit déjà des algorithmes qui apparaissent, et puis il y a aussi l'intelligence artificielle. Le problème pour l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut quand même qu'on mette des bonnes données à l'intérieur, et c'est là où notre travail de chercheur est important, c'est de collecter les bonnes données, de développer, d'améliorer la connaissance pour essayer de préciser les choses. Et donc ce qu'on aimerait, c'est de faire une médecine de précision, et c'était dans le discours d'un bon président américain qui s'appelle Barack Obama,
qui n'est pas comme l'actuel. Et celui-là, c'était un homme de connaissance et de savoir, curieux, et il a investi sur la médecine des précisions. Il pense que c'était une voie intéressante en termes de recherche, et beaucoup de chercheurs suivent. Alors, des nouvelles cibles thérapeutiques. Ça, c'est l'arsenal thérapeutique dans la maladie de Crohn. Dans la rectocolite, il est très similaire. Dans la rectocolite, il y a les 5 ASA, les 5 aminosalicylés, qui sont des médicaments majeurs. Et puis, vous voyez en fait qu'on a des nouveaux médicaments, les anti-TNF, l'infliximab, l'adalimumab, et puis plus récente, on a l'ustekinumab, le vedolizumab, et c'est des médicaments qui permettent de contrôler l'inflammation. Mais souvent, on est obligé d'associer la chirurgie, parce que, comme pour les articulations, il y a eu des destructions tissulaires, et nous, dans le cadre de la maladie de Crohn, par exemple, de la rectocolite hémorragique, parfois on est obligé de couper un segment du tube digestif qui a été détruit. Ou parce qu'il y a des fistules anales. On a besoin de faire des gestes spécifiques, on a besoin de collaborer avec les chirurgiens. Il y a un élément essentiel, c'est le tabac. Le tabac dans la maladie de Crohn joue un rôle néfaste. Il y a plus de fumeurs parmi les gens atteints de maladie de Crohn que dans la population générale, donc il est clair que le tabac peut déclencher la maladie de Crohn. Il joue un rôle néfaste, et donc, ça, si on peut l'obtenir, l'arrêt du tabac doit être le plus précoce possible, parce que son effet, en plus, est un petit peu... L'effet de l'arrêt n'est pas immédiat. Prend un certain temps. Puis on a également donc les médicaments qui permettent de maintenir la rémission. Et donc aujourd'hui, on sait induire une rémission, on sait même normaliser parfois l'intestin. On ne sait pas guérir parce que quand on arrête les traitements, le plus souvent, la maladie revient. Alors ça, c'est compliqué. C'est une paroi intestinale avec les cellules qui ressemblent à celles que Christian Jorgensen a présentées, les cellules dendritiques, les lymphocytes. Dans le contexte des maladies inflammatoires intestinales, le problème immunologique survient au niveau de la paroi. Et donc il y a une espèce de conflit, il y a une guerre. Le système immunitaire s'emballe, probablement contre le microbiote qui est ici, ça c'est l'épithélium. Et il y a un tas de protéines qui sont augmentées, qui participent à l'emballement de la réponse, comme le TNF, et d'autres cytokines ici, comme l'interleukine 12. Alors par exemple, ça c'est ciblé par les anti-TNF, ça c'est ciblé par l'ustekinumab. Et puis on a aussi des médicaments qui ciblent le recrutement des cellules au niveau de l'intestin. Donc en fait, on peut aujourd'hui donner des médicaments, des anticorps, qui bloquent l'arrivée des cellules un peu guerrières qui participent à l'activation du système immunitaire. Et donc, quand on identifie des cibles thérapeutiques, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire, on essaye de trouver qu'est-ce qui active ces lymphocytes T. Et c'est comme ça qu'on est arrivé... alors ça, c'est des cibles thérapeutiques qui sont développées aujourd'hui. Donc je donne juste un exemple. Je vais un peu accélérer. Et dans notre équipe, on a identifié cette voie de l'activation dans la maladie de Crohn qui semble être particulièrement importante. Ça va faire 15 ans qu'on travaille dessus. Et là, le médicament est en phase 2B, bientôt phase 3. Donc ça avance. Vous voyez le temps que ça prend entre le moment où on identifie une cible et le moment où il arrivera potentiellement sur le marché. Et là, ce n'est pas encore fait. Donc c'est un anticorps qui est dirigé contre un récepteur qui participe à l'activation excessive des lymphocytes. Dans le cadre de la maladie de Crohn anorectale, on a des fistules. On peut avoir des fistules qui se développent au niveau de l'anus et qui font des trajets. Là, c'est le canal anal, ça, c'est le rectum. Elles font des trajets qui partent ensuite vers la peau et au cours desquels on peut former des abcès. Et les abcès et les fistules au cours de la maladie de Crohn sont très pénibles. Elles ont un retentissement fort sur la qualité de vie. On est obligé de faire une intervention de drainage en chirurgie, de débuter les traitements médicaux. Et malheureusement, ces traitements médicaux, on a progressé, mais ils ne sont pas encore efficaces à 100%. Et donc, on travaille beaucoup sur ces fistules. Et il y a un progrès, mais un traitement des cellules souches qui sont pour l'instant très, très coûteuses, qu'on aura peut-être... on est encore en train de l'étudier en France dans le cadre d'un essai thérapeutique. Donc, il y a beaucoup de patients qui peuvent bénéficier d'essais thérapeutiques où on teste ces cellules. Et en gros, ces cellules souches, on les injecte autour du trajet de ces fistules. Et ça permet de faire mieux que le placebo, c'est-à-dire une injection sans rien, et un résultat intéressant. Ce n'est pas encore fantastique, mais peut-être que ça peut permettre la guérison, dans certains cas, de fistules de la maladie de Crohn. Ça va être un traitement qui va être réservé aux formes les plus sévères, et qu'on va apprendre probablement à utiliser. Et c'est vrai que son coût, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, 5 minutes de retard ou 5 minutes de... Il me reste 5 minutes. Son coût va être un petit peu une limitation. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Alors, on a des progrès, on peut améliorer les choses, et notre responsabilité de médecin et de chercheur, c'est d'utiliser les bons traitements pour les bons patients au bon moment. Alors, encore une fois, prédire l'évolution, prédire l'efficacité des traitements. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est un petit peu compliqué.
Parce que l'industrie pharmaceutique, lorsqu'il y a une étude qui est faite, elle étudie son médicament. Généralement, il est comparé à un placebo. Et on a assez peu d'études, je crois que vous commencez à en avoir en rhumatologie, on a des études en gastro-entérologie qui sont en cours, alors qu'en rhumatologie, il y a déjà des résultats, qui comparent deux traitements. Alors là, on peut avoir des données qui permettent de juger si un traitement est mieux que l'autre. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Parce qu'on a ce souci que les maladies inflammatoires de l'intestin sont très hétérogènes. Hein. Ça, je l'ai déjà dit. En fait, il y a des évolutions plus ou moins sévères, il y a des réponses individuelles au traitement. Il y a aussi un problème qu'on n'explique pas très bien, mais des fois, un médicament marche dans la maladie, puis après, tout à coup, il ne marche plus. Et donc ça, on essaye de travailler là-dessus pour comprendre ces mécanismes et comprendre est-ce qu'on pourrait prédire. Et finalement, c'est ce que représentait Christian avec l'intelligence artificielle, c'est de donner des données sur le patient, des données sur le traitement, d'avoir des données de recherche très poussées sur les gènes, sur les microbiotes, sur l'expression des gènes dans la muqueuse, sur la spécificité des lymphocytes, etc. Et on met tout ça dans une machine, et un jour, on espère que ça nous aidera à décider quel est le bon traitement. La chirurgie. Au cours de la maladie de Crohn, c'est très fréquent. Vous voyez ici, c'est le taux de chirurgie en fonction du temps dans une énorme étude, qui était plutôt une étude de génétique, mais ils ont l'évolution à long terme, près de 8000 patients. Et vous voyez que les patients qui ont une atteinte, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Iléal ou iléo, aïe, c'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Ah, ça y est. Une atteinte, je ne sais plus quel est le curseur, là, j'ai peur de ce que je vais faire. Là. Une atteinte iléocolique, donc les gens qui ont une atteinte de la fin de l'intestin grêle, vous voyez que les patients, avec ces formes de la maladie de Crohn, ont un risque de chirurgie qui est majeur, très très élevé. Ça concerne surtout les gens qui ont une atteinte limitée sur l'intestin grêle. Dans le côlon aussi, c'est des séries un peu anciennes, c'est des cohortes anciennes aussi, il y a aussi un risque de chirurgie assez fort. Donc l'objectif de nos traitements, c'est éviter la chirurgie. Mais des fois, il y a une destruction telle qu'on est obligé d'opérer. Et donc, un des challenges, vous voyez, c'est dans ce cas-là, par exemple. Il y a une destruction de l'intestin grêle sur cette portion-là. Ça, c'est une pièce opératoire qui est analysée en microscopie. Il y a parfois des sténoses, des fistules. Et quand il y a ces sténoses et ces fistules, on est un peu obligé d'opérer, parce que les traitements ne marchent plus. Et quand on opère, le problème, c'est que dans une grosse proportion des cas, la maladie revient. Et donc, on essaye de travailler sur empêcher la maladie de revenir. Et on a une étude en France qui s'appelle Remind. On a 15 centres qui participent. Plus de 400 patients ont été inclus à ce jour. Et donc, ces centres font un gros effort de recueil de données, de collection, grâce aux patients, d'échantillons, de sel, de sang. On travaille sur la pièce opératoire. Et on rentre tout ça. Et ensuite, on étudie la récidive en endoscopie et la récidive à long terme. Et ça pourrait nous permettre, dans la mesure où les patients sont traités avec différents médicaments, de comparer l'efficacité des différents traitements. Alors, pour illustrer ça, c'est une étude qu'on vient de publier sur la première cohorte, près de 225 malades. Et vous voyez que la récidive endoscopique, en gros, 6 mois plus tard, près de la moitié des patients ont rechuté, malgré souvent des traitements. C'est-à-dire qu'on n'est pas très bon. C'est un réel problème aujourd'hui dans le traitement de la maladie de Crohn. Et dans ce travail-là, on a identifié des facteurs de risque. Et on voit que lorsqu'il y a des facteurs de risque présents, bien, le risque de chirurgie est beaucoup plus élevé. Vous voyez que les patients qui sont fumeurs au moment de la chirurgie, qui ont déjà un facteur de risque, ou quand il y en a un d'eux qui peut être le sexe masculin, ou le fait d'avoir déjà eu une opération, les risques deviennent très élevés de rechuter. Et alors ce qu'on fait dans notre groupe Remind, on est 3 laboratoires, mais sur 15 centres, et on travaille sur l'expression des gènes dans l'intestin, sur la diversité des microbes, sur certaines bactéries qui sont spécifiques, qui favorisent la maladie de Crohn, sur la spécificité des lymphocytes T. Et toutes ces données, dans notre espoir, c'est justement de donner des données qui amélioreront la prise en charge des patients après l'intervention. Voilà, j'ai fini. Ma conclusion, c'est que vous voyez qu'on a cet objectif potentiel de guérir les Mickey. On en est loin ou pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est contrôler totalement la maladie dans un bon nombre de cas, mais pas chez tout le monde. C'est pour ça qu'il y a toujours un effort qui est fait avec des nouveaux traitements, parce qu'il y a des patients chez lesquels on n'arrive pas à contrôler la situation. Et puis surtout, ce qu'on aimerait, c'est prédire l'évolution, prédire l'efficacité, pour éviter aux patients d'essayer un médicament qui ne marche pas, puis un deuxième qui va marcher ou pas, ou un troisième. Si on peut d'emblée trouver celui qui devrait marcher, on gagne du temps et on a de meilleurs résultats. Et donc ça serait une médecine de précision. Voilà. Et donc ça, c'est notre équipe à l'hôpital Saint-Louis. Vous voyez qu'on est nombreux. Ça, c'est les cliniciens. Alors on travaille aussi sur le cancer, et ça, c'est tous les chercheurs. Et on travaille en réseau avec les chirurgiens, avec les radiologues. Et puis dans l'étude Remind, on est 15 centres en France, un centre en Belgique.
Et on fait un gros effort. C'est une activité de recherche qui n'est pas bien rémunérée, qui est soutenue par l'AFA, qui est soutenue par des partenaires industriels. On se débrouille, plus ou moins soutenu par l'INSERM, pas tellement, mais on va y arriver. Et je pense que ce genre d'approche est intéressant. C'est un effort de recherche dit académique. Voilà. Et on ne pourrait pas faire ce genre d'études sans l'aide des patients, ça c'est bien évident. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.